Tout a commencé par un changement mineur sur notre planète. Tout d'abord, les gens ont remarqué que la Lune était devenue plus brillante et un peu plus grosse. Mais personne n'y a prêté attention. Elle a affecté les marées dans le monde entier, de sorte que l'eau a submergé les plages, mais ce n'était pas une tragédie. Beaucoup de poissons se sont rapprochés du rivage. Les gens se sont mis à trouver des calmars géants, des baudroies et d'autres créatures tout près de la côte, alors qu'elles vivaient habituellement dans les profondeurs obscures. Des choses nouvelles et plus étranges se produisent chaque jour. Les oiseaux ne volent plus vers le sud en hiver. Ils se rassemblent en énormes essaims qui volent autour des villes sans but précis. La Lune les aidait à s'orienter dans la nature, mais à présent, ils n'arrivent plus à savoir dans quelle direction voler. De par les mers, les capitaines de navires remarquent que les boussoles sont désormais instables. La flèche pointe dans des directions différentes depuis que les pôles magnétiques de la Terre ont changé. Les gens réalisent que la Lune a commencé à s'en approcher pour une raison inconnue. La gravité de la Lune affecte celle de notre planète. Cela entraîne des changements dans le climat, dans le comportement de tous les êtres vivants et dans le champ magnétique. Maintenant, il pleut dans les endroits les plus secs et il fait chaud dans les terres les plus froides. Cela met à mal les écosystèmes de toute la planète. Les gens qui vivent près des forêts entendent souvent le hurlement des loups, car la Lune rend ces animaux fous. Le satellite naturel de la Terre ne cesse de grandir et éclaire la nuit de manière beaucoup plus vive. Rien d'irrémédiable ne s'est encore produit. Les gens ne paniquent toujours pas car ils ne veulent pas croire que la fin arrive. Mais un jour, la Lune atteint un point critique. Tu marches dans la rue en écoutant de la musique et à ce moment-là, quelqu'un te bouscule. Bon, ce type est peut-être en retard pour le travail. Tu continues de marcher et une fille qui passe heurte ton épaule. « Pardon, désolé, dit-elle. » Puis elle s'en va. Tu pouvais lire la peur dans ses yeux. Tu regardes devant toi et vois des gens qui courent dans ta direction. Tu enlèves enfin tes écouteurs et tu entends des cris et des sirènes. Les gens quittent leur voiture et s'enfuient. Des centaines de mouettes volent dans le ciel. Tu distingues un bruit étrange parmi toute cette cohue. Il semble que ce soit de l'eau. Comment est-ce possible? Tu te trouves dans le centre-ville à quelques kilomètres de la côte. Mais tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu remarques qu'une immense vague inonde les rues et se dirige droit vers toi. Tu cours dans un bâtiment et grimpes au 10e étage. D'ici, tu observes l'eau qui submerge la ville. Le puissant torrent emporte toutes les voitures, les bâtiments d'un étage et les arbres sur sa route. Tu remarques un aileron de requin et d'autres poissons dans l'eau. Les gens se cachent dans les maisons et sur les toits. La ville entière plonge rapidement dans un état de catastrophe. La télévision fonctionne dans le bâtiment où tu te caches. Tu apprends que des inondations se produisent dans le monde entier. Des tsunamis massifs recouvrent les villes côtières. À certains endroits, les vagues atteignent la hauteur d'un immeuble de 30 étages. De nombreuses villes ont été rayées de la carte. La Lune est trop proche de la Terre et les inondations massives ne sont qu'un début. La Lune orbite autour de la Terre et aide à maintenir notre maison bleue sur son axe. La Lune assure la stabilité du climat et aide les organismes vivants à se développer. Mais à présent, cet équilibre est rompu. La Lune s'approche et altère la gravité de notre planète. La Lune n'a qu'à s'incliner légèrement sur le côté pour provoquer des inondations massives dans le monde entier. Imagine que tu tiennes un verre d'eau rond. Incline-le un peu. Tu vois comment le liquide se déplace d'un côté à l'autre? C'est la même chose qui se produit maintenant avec les océans. Mais la Lune ne fait pas que s'approcher de nous. Elle tourne autour de la planète et se rapproche à chaque révolution. Elle provoque sans cesse des catastrophes naturelles à différents endroits de la Terre. À présent, l'océan inonde un côté et quelques heures plus tard, un autre. Tu vois donc toute l'eau revenir des rues vers le rivage. Il se peut que l'océan inonde de nouveau la ville d'ici la fin de la journée. Attends, il semble que la fin de la journée soit déjà là. Tu remarques que le ciel est devenu sombre. C'est bizarre car il n'est que 15 heures. La Lune influe sur la vitesse de rotation de la Terre et fait passer la journée plus vite. Elle emplit désormais presque tout le ciel et éclaire brillamment notre planète. Tu distingues les énormes cratères lunaires. Elle est si proche que tu peux la voir même lorsque le soleil brille. À certains endroits, la Lune qui passe cache même le soleil tout entier. L'eau quitte les rues et tout le monde sort. C'est à ce moment qu'un tremblement de terre commence. La route se fissure et les maisons s'effondrent. Il y a des glissements de terrain dans la rue même. Les plaques tectoniques se déplacent sur toute la planète.
Imagine deux boules magnétiques qui se rapprochent l'une de l'autre. L'une des boules est la Lune et la seconde est le noyau de la Terre. À ton avis, qu'arrivera-t-il à ce qui se trouve au-dessus du noyau? Cela représente des centaines de milliers de kilomètres de notre croûte terrestre. Et maintenant, tout est en train de bouger. Des fissures destructrices apparaissent partout dans le monde. Les plus hautes montagnes de la planète s'effondrent et se transforment en tas de cailloux. Les fonds marins se fissurent et libèrent le magma des profondeurs souterraines. Les volcans se réveillent et crachent leur lave incandescente. Des nuages de cendres volcaniques recouvrent le ciel, nous masquant le soleil et la lune. Mais le plus effrayant est encore à venir. La collision est inévitable. La Lune tourne autour de la planète comme une balle dans un jeu de fête foraine avec un trou au centre. Cette force entraîne la formation de nuages sur toute la planète. L'orage gronde maintenant, mais dans 5 minutes, il neigera. Puis la nuit arrive et il se met à pleuvoir. Les gouttelettes d'eau sont composées de boue et de cendres volcaniques. Il est difficile pour les gens de respirer sans masque à gaz. La pression atmosphérique change constamment. Certaines personnes ont de fortes migraines et d'autres ont les articulations douloureuses. Mais tu n'as pas le temps de t'attarder là-dessus. L'humanité doit trouver comment échapper à cette collision. Un nouvel ordre gravitationnel apparaîtra lorsque la Lune s'écrasera sur la Terre. Les continents vont changer de forme. Ils se combineront en un seul morceau de terre gigantesque ou se diviseront en une centaine de plus petits. L'énergie de la collision pourrait brûler tout l'oxygène de l'atmosphère et rendre toute la planète impropre à la vie. Il n'y a pas non plus de sens à se cacher sous terre à cause de tous ces séismes profonds. Les gens décident de passer leurs derniers instants avec leurs proches et leurs familles. La Lune se rapproche de plus en plus. Elle se trouve maintenant à la même distance que la Station spatiale internationale se trouvait de nous. La Lune obscurcit le ciel. De nombreuses villes sont dans le noir à cause des vagues. Des tsunamis de plusieurs kilomètres de haut s'écrasent contre le sol. Des millions de tonnes de magma entrent en contact avec l'océan. Des milliards de litres d'eau s'évaporent. L'humidité s'élève dans les airs, se mélange aux cendres et se répand sur la planète sous la forme de cumulus géants. Tu as fini par accepter le sort funeste de notre planète. Mais quelque chose d'étrange arrive à la Lune à ce moment-là. Tu remarques que des fissures géantes apparaissent dessus. La Lune commence lentement à se scinder en deux parties, et celle-ci se divise en centaines de gros morceaux. Elle est en train de s'effondrer. La Terre n'a plus de satellite naturel. Ce n'est plus qu'un tas de roches spatiales géantes. Mais pourquoi cela se produit-il? Il existe un espace autour de notre planète appelé la limite de Roche. À cet endroit, la gravité de la Terre agit plus fort que celle de la Lune. Cela signifie que les forces qui maintiennent la Lune ensemble sont plus faibles que celles qui la déchirent. Les gens applaudissent. La limite de Roche a sauvé notre planète et la Lune ne nous frappera pas. Elle se fragmente en millions d'éclats et forme un anneau autour de notre globe. La Terre ressemble maintenant à Saturne. Une ceinture de pierres de lune nous entoure. D'énormes morceaux détruisent tout sur leur passage, notamment les débris spatiaux. Les satellites ne fonctionnent plus. L'humanité perd ses moyens de communication et de navigation. Les gens devront à nouveau utiliser des cartes en papier. Avant ces événements, la Lune maintenait l'orbite de notre planète à un certain angle. Maintenant, l'axe est incliné différemment. Un hémisphère se rapproche du Soleil et l'autre plonge dans l'ombre. Les pôles et l'Antarctique peuvent se transformer en déserts arides et l'équateur de la planète peut être recouvert de glace. L'hiver et l'été peuvent durer des années. Les restes de la Lune flottent autour de la Terre, mais certains d'entre eux tombent sur notre planète. Des pluies de météores lunaires détruisent nos villes et créent des cratères géants. Et tous ces événements conduisent à l'extinction massive de la vie sur Terre. Il faudrait des centaines de milliers d'années pour s'adapter à ce nouveau monde. À quoi ressemblerait la Terre si elle était la seule planète du système solaire? Et qu'arriverait-il à notre planète si la Lune disparaissait? Et que se serait-il passé si les dinosaures ne s'étaient jamais éteints? On connaît bien l'histoire. Il y a plus de 66 millions d'années, un énorme astéroïde a percuté la Terre. Près de 75% des créatures qui peuplaient la planète à cette époque, dont les dinosaures, ont été anéanties lors d'une extinction massive. Tyrannosaures, Triceratops, Vélociraptor, tous disparus. Mais grâce à cela, c'est nous qui sommes en vie. Selon la science, l'espèce humaine s'est développée de manière plus sûre sans ces créatures gigantesques qui nous auraient pourchassés.
Mais que se serait-il passé si cet astéroïde s'était écrasé sur le sol à quelques kilomètres de l'endroit où il est tombé? À quoi ressemblerait le monde aujourd'hui? Imagine que tu marches dans la rue vers ton supermarché local et que tu croises un T-Rex de la taille d'un camion. Est-ce que cela pourrait arriver dans un univers alternatif? En réalité, les dinosaures auraient dû survivre à bien plus d'un astéroïde pour vivre encore de nos jours. Il y a environ 55 millions d'années, les températures de la planète ont augmenté. Le climat est devenu plus chaud qu'aujourd'hui, de 8 degrés Celsius. Les forêts tropicales ont prospéré et la végétation était abondante. Dans ce scénario, les dinosaures herbivores auraient probablement prospéré. Mais ils auraient commencé à avoir une apparence un peu différente. Les plantes qui poussaient à cette époque n'étaient pas très riches en nutriments. Cela signifie que les dinosaures auraient probablement rétréci, n'ayant pas l'énergie nécessaire pour grandir jusqu'à leur taille maximale. Puis, il y a environ 34 millions d'années, l'Amérique du Sud et l'Antarctique se sont séparés, ce qui a entraîné un climat plus frais et plus sec. Pendant cette période, les dinosaures à longues pattes auraient été les seuls à survivre. À cette époque, les animaux devaient parcourir de longues distances pour chasser, car les saisons ont commencé à affecter la disponibilité de la nourriture et de l'eau. Par rapport aux mammifères de cette période, les dinosaures auraient eu des avantages considérables, comme un plus grand nombre de dents ou une meilleure vue. Quant aux mammifères, certains d'entre eux n'auraient probablement jamais évolué. Ils auraient d'abord été le petit déjeuner des dinosaures. Au fait, savais-tu que certains dinosaures vivent encore parmi nous aujourd'hui? Pense aux pigeons, ou aux oiseaux en général. Ils ont tous évolué à partir de dinosaures. Maintenant, tu as sans doute déjà entendu dire que nous n'utilisions que 10% des capacités de notre cerveau. Si c'était vrai, que se passerait-il si nous en utilisions 100%? Serais-tu capable de composer une symphonie? Deviendrais-tu un génie de la tech et pourrais-tu créer du jour au lendemain une entreprise à plusieurs millions de dollars? Commençons par rétablir la vérité. Non, nous n'utilisons pas que 10% des capacités de notre cerveau. Cette idée reçue a été fortement popularisée par les films, mais elle n'est pas exacte. La vérité est que la plus grande partie de ton cerveau est active à tout moment. Mais toutes les parties ne fonctionnent pas simultanément. Le pourcentage exact varie d'une personne à l'autre. Cela étant dit, les neurologues expliquent que tu ne voudrais pas utiliser 100% des capacités de ton cerveau en même temps. Ton corps n'aurait tout simplement pas assez d'énergie pour cela, ce qui signifie que tu aurais tout le temps faim. Imagine le nombre de calories que tu devrais consommer pour que cela fonctionne. Tu serais également limité par les besoins fondamentaux de ton corps. Respirer, digérer les aliments et faire circuler le sang. Si tu utilisais toutes les capacités de ton cerveau en permanence, tu serais tout le temps fatigué. Ce serait pire que de courir un marathon sans aucune préparation. Ton cerveau aurait besoin de tout le sang dont tu disposes, ce qui signifierait moins d'oxygène pour tes poumons. Plusieurs de tes organes commenceraient à s'éteindre un par un. En un mot, ce serait fatal pour ta santé. Au fait, certains chercheurs ont estimé que plus de 60% du cerveau est composé d'une substance que l'on appelle la matière noire neuronale. En d'autres termes, cette matière noire est constituée de neurones qui n'ont pas de fonction apparente ou qui ne répondent pas tout simplement aux stimuli courants. Les marathons font partie des plus grands exploits d'endurance au monde. Mais qu'arriverait-il à ton corps si tu décidais de courir un marathon sans aucun entraînement? Les statistiques sont accablantes. Près de 50% des participants abandonneraient la course avant de franchir la ligne d'arrivée. Un marathon ordinaire fait 42 km de long. Et si tu n'es pas habitué à l'activité physique, c'est un défi de taille. Tu serais probablement capable de courir le premier kilomètre sans problème grave, mais en respirant bruyamment et fortement par la bouche. Au 5e kilomètre, ta température corporelle monterait en flèche et tu aurais l'impression d'avoir une légère fièvre. Tu abandonnerais très probablement à ce stade. Mais si tu décidais de continuer, tu devrais tromper ton esprit et ton corps pour courir les 37 km supplémentaires. Au 32e kilomètre, tu atteindrais ce qu'on appelle le mur. Ton corps aurait brûlé toutes tes réserves de glucose et tu serais extrêmement fatigué. Même les coureurs expérimentés passent souvent par cette étape. À la fin du marathon, tu te promettrais de ne plus jamais faire ça. Tu quitterais la course avec au minimum quelques crampes et l'envie de dévorer le plus de nourriture possible. Maintenant imagine ceci, la nuit est belle et claire. Il n'y a pas de nuages et tu peux voir deux des planètes les plus brillantes du ciel qui scintillent là-haut. Ce sont Mars et Vénus. As-tu déjà imaginé ce qui se passerait si la Terre était la seule planète du système solaire? Si les autres planètes n'existaient pas, les choses seraient différentes pour notre Terre.
Les planètes du système solaire travaillent de concert, se maintenant les unes les autres dans une certaine position grâce à leur force gravitationnelle. Maintenant, si Mercure ou Vénus cessaient d'exister, la Terre dériverait plus près du Soleil. Notre température atmosphérique deviendrait similaire à celle de la surface de Mercure, soit 430 degrés Celsius. Cela rendrait la vie sur Terre impossible. Mais si Jupiter ou Saturne disparaissaient, la Terre dériverait très probablement encore plus loin du Soleil, et sa température descendrait en dessous de moins 130 degrés Celsius. Si la vie parvenait à se maintenir dans de telles circonstances, elle serait probablement aquatique. La position de la Terre dans le système solaire n'affecte pas seulement toute forme de vie, mais elle dicte aussi les saisons, la longueur des journées et la durée d'une année. Et si, en plus des planètes, la Lune disparaissait, que se passerait-il si un beau jour notre satellite s'évaporait tout simplement? Cela aurait des conséquences catastrophiques. La Lune a une grande influence sur les marées de la Terre. Dans un monde sans Lune, les marées diminueraient d'environ 75%. Cela affecterait grandement les crabes, les moules et les escargots de mer qui vivent dans les zones de marée. Cela perturberait donc le régime alimentaire des animaux plus gros. Finalement, cela affecterait des écosystèmes côtiers entiers. Le climat de la Terre changerait aussi. Les marées et les courants aident à mélanger l'eau froide de l'Arctique avec l'eau plus chaude des tropiques, stabilisant ainsi le climat dans le monde entier. Les prévisions météorologiques deviendraient presque impossibles. Et la différence de température entre les endroits les plus chauds et les plus froids de la Terre deviendrait extrême. L'absence de la Lune influencerait également l'inclinaison de la Terre. Actuellement, la Terre est inclinée sur son axe à un angle de 23,5 degrés, principalement à cause de la gravité de la Lune. Sans la Lune, l'axe de la Terre oscillerait entre 10 et 45 degrés. Les scientifiques pensent que même une légère différence dans l'inclinaison de la Terre pourrait provoquer d'énormes changements, comme une période glaciaire. En plus de cela, un ciel sans Lune bouleverserait la vie de nombreux animaux nocturnes. Les papillons de nuit ont évolué pour se diriger en utilisant la lumière de la Lune et des étoiles. Les bébés tortues utilisent la lumière de la Lune pour trouver leur chemin vers l'océan. Différents animaux comptent à la fois sur l'obscurité et sur une petite quantité de lumière lunaire pour chasser efficacement. Et maintenant, que dirais-tu de voyager dans le temps et d'imaginer ce qui se passerait si tu vivais en Égypte ancienne? Cette civilisation a perduré plus de 3000 ans. On doit aux anciens Égyptiens la construction de certains des symboles les plus reconnus au monde. Les pyramides de Gizeh. Si tu avais vécu en Égypte ancienne, tu aurais été témoin d'une époque d'énormes percées scientifiques et mathématiques. Les anciens Égyptiens s'organisaient en structures sociales strictes. Tu aurais donc probablement dû t'intégrer dans l'une d'entre elles. Tu serais né ouvrier, fermier ou spécialiste, c'est-à-dire soldat, marin ou précepteur. Ou bien tu aurais fait partie de l'élite égyptienne. Si tu avais été fermier, tu aurais probablement vécu dans une maison faite de briques de terre. Tu aurais eu un four en pierre et tu aurais conservé tes aliments dans une fosse creusée dans le sol. Tu aurais passé tes journées à t'occuper de champs au bord du Nil ou du bétail et des canards. Les jours d'impôt, tu aurais emballé une partie de ta récolte et l'aurais apportée au temple en guise de paiement pour l'utilisation des terres. Si tu avais fait partie de l'élite, tu aurais passé la plupart de tes journées à des banquets. Tu serais paré d'or et de pierres semi-précieuses, affichant toute ta richesse. Si tu avais vécu dans l'Égypte ancienne, tu aurais peut-être été l'un de ceux qui ont inventé la table. Et oui, avant les Égyptiens, les tables n'existaient pas. Cette invention est apparue comme un moyen de garder la nourriture hors du sol. Récemment, des scientifiques chinois ont découvert quelque chose d'intéressant sur la Lune. Un cristal inhabituel. Ils ont aussi découvert que ce cristal contient un élément qui peut littéralement remplacer le combustible nucléaire. Alors, creusons un peu le sujet. La composition de la Lune est longtemps restée un mystère pour nous. Un demi-siècle s'est déjà écoulé depuis la mission Apollo 11. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup voyagé sur la Lune depuis. Et il n'est donc pas surprenant qu'il ne soit pas si facile pour nous de l'étudier. Mais récemment, une percée a été réalisée dans ce domaine. En décembre 2020, des scientifiques chinois ont envoyé la sonde Chang'e 5 sur la Lune. La mission a été nommée d'après l'ancienne divinité chinoise de la Lune, Chang'e. Plutôt poétique, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, la sonde s'est rendue sur la face la plus proche de la Lune. Elle a passé plusieurs jours à creuser la surface et les roches, puis elle est revenue sur Terre. Au total, elle a collecté environ 2 kg de diverses roches lunaires, comprenant du basalte, de la lave solidifiée et d'autres.
Cela ne semble peut-être pas très impressionnant, mais c'est en fait une mini-percée. Après tout, on n'a plus récolté d'échantillons lunaires depuis 1976. Or, ces échantillons sont très importants pour apprendre l'histoire de notre monde. On s'est battu pendant des années pour découvrir, par exemple, comment la Lune est née. Il y avait beaucoup de théories, mais on n'arrivait toujours pas à trouver de preuves solides pour aucune d'entre elles. Mais grâce aux dernières missions et à certaines simulations informatiques, les scientifiques ont enfin découvert la vérité. La Lune est née lorsqu'une planète quelconque s'est écrasée sur notre Terre il y a plusieurs millions d'années. Cette planète naine était légèrement plus petite que Mars. Des fragments de la Terre sont partis dans l'espace, mais certains sont restés dans notre orbite. Puis ils se sont collés ensemble et ont formé la Lune. Cela semble effrayant, mais en réalité, la naissance de la Lune est la meilleure chose qui soit arrivée à notre planète. Sans ce magnifique satellite, tous nos océans seraient encore de petites flaques d'eau. La vie ne serait pas du tout apparue sur Terre. C'est donc déjà une découverte incroyable en soi. Mais ce n'est pas tout. En étudiant les roches collectées, les scientifiques de l'Institut de recherche de Pékin ont découvert quelque chose d'inhabituel. Un cristal lunaire rare. Ça a l'air plutôt banal, n'est-ce pas ? Juste un minuscule monocristal et transparent de l'épaisseur d'un cheveu humain. On avait fait de telles trouvailles sur la Lune auparavant. Ces cristaux se sont formés à la suite d'une activité volcanique, tout comme certains grenats sur la Terre. Car l'endroit où ils ont découvert ces cristaux a aussi connu des éruptions volcaniques. Il y a 1,2 milliard d'années. Cela signifie que ce petit cristal a plus d'1 milliard d'années. Mais ce n'est pas la chose la plus importante. Ce qui importe vraiment, c'est que ce cristal est fait d'un matériau unique, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Des chercheurs de l'Association minéralogique internationale ont confirmé qu'une telle composition ne peut être trouvée nulle part sur Terre. Le cristal a été nommé Changezit Y, encore une fois d'après la même divinité chinoise de la Lune. Et c'est un autre exploit. C'est le 6e minéral précédemment inconnu que nous avons trouvé sur la Lune, et le tout premier trouvé par la Chine. Elle est maintenant devenue le 3e pays au monde à faire une telle découverte lunaire. Cependant, ce minuscule cristal n'est pas la seule chose remarquable qu'ils ont trouvée. Après avoir étudié ce joyau et environ 140 000 autres particules lunaires, les scientifiques ont découvert autre chose. Ils ont trouvé de l'hélium-3. Pourquoi est-ce important ? Parce que c'est l'un des éléments qui alimentent le Soleil et les autres étoiles de notre univers. On a tendance à dire des choses comme éteindre le Soleil brûle, et ainsi de suite. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes pensent réellement que le Soleil est une énorme boule de feu. Mais ce n'est pas le cas. Sa combustion est en fait un processus complètement différent, qui s'appelle fusion nucléaire. Le processus en lui-même est assez simple. Pendant cette réaction, l'hydrogène de l'étoile se transforme en hélium. Mais ce processus simple est en fait l'une des réactions les plus violentes et les plus puissantes de l'univers. Il y a un véritable bouillon de particules à l'intérieur du Soleil. Les noyaux d'hydrogène qui s'y agitent en tous sens se repoussent constamment les uns les autres car ils sont tous chargés positivement. Et ils pourraient continuer à le faire sans déranger personne, s'il n'y avait pas les étoiles. Les étoiles sont un peu espiègles. Leur gravité est si forte qu'elles attrapent des milliards de ces petits atomes et les serrent les uns contre les autres. En se combinant les uns les autres, ces atomes créent de nouveaux éléments lourds, comme l'hélium mentionné. Et lorsque cela se produit, ils projettent beaucoup d'énergie dans l'espace. C'est ainsi que le Soleil brûle. En même temps, il répand une quantité d'énergie que nous ne pouvons même pas imaginer. Bon, mais qu'est-ce que l'hélium-3 ? Eh bien, c'est un élément qui pourrait faire de l'ombre même au Soleil. La fusion des atomes d'hélium-3 libère encore plus d'énergie que dans une fusion nucléaire typique. Et surtout, elle ne pollue pas l'atmosphère avec des éléments nocifs comme les radiations. Nous avons très peu d'hélium-3 sur Terre. Sa prévalence dans notre atmosphère est d'environ 1 sur 1 million. Et en plus, il essaie constamment de s'échapper pour retourner dans l'espace. Cependant, les scientifiques ont récemment découvert qu'il y a un endroit qui contient beaucoup de cet élément. Oui, tu l'as deviné, c'est la Lune. On pense qu'il y a plus d'hélium-3 sur la Lune que sur la Terre à cause des vents solaires.
Le Soleil a bombardé la Lune d'hélium 3 pendant des milliards d'années. Si bien qu'aujourd'hui, il y en a partout. Ce n'est pas si impressionnant si on la compare à Jupiter ou Saturne, par exemple. Mais n'oublie pas la quantité d'énergie qu'il peut libérer. Il faut savoir qu'avec seulement 25 tonnes d'hélium 3, il serait possible de fournir de l'énergie aux États-Unis pendant une année entière. Or, il y en a environ 350 000 tonnes sur Terre et plus d'1 million de tonnes sur la Lune. Ces seules sources pourraient subvenir aux besoins de l'ensemble des États-Unis pendant des milliers d'années. Donc, en gros, à l'avenir, l'hélium 3 pourrait devenir une nouvelle source de combustible. Et il surpasse le combustible nucléaire dans pratiquement tous les domaines. L'hélium 3 ne laisse pas de déchets ni de radiations nocifs. Il est plus puissant et pas si dangereux. En d'autres termes, cette énergie écologique et efficace pourrait être une révolution pour notre planète. Mais alors, qu'est-ce qu'on attend? Il y a un petit hic. Malheureusement, on n'a encore rien trouvé d'aussi puissant et chaud que les étoiles. Or, pour utiliser l'hélium 3, on a besoin de température et de pression démentes. Il nous faut un réacteur thermonucléaire, et on n'a aucune idée de comment le construire pour l'instant. Et même si on pouvait le chauffer à de telles températures et obtenir la pression nécessaire, on ne sait toujours pas vraiment comment manipuler l'hélium 3 correctement. Par conséquent, même si on a une quantité infinie d'hélium 3, on ne pourra toujours pas l'utiliser. Mais il y a un élément potentiel derrière l'hélium 3, que plusieurs pays ont déjà commencé une course aux ressources lunaires. Et maintenant que Chang'e 5 a découvert un nouveau gisement d'hélium 3 sur la face la plus proche de la Lune, cette course pourrait devenir mondiale. Par exemple, la Chine prévoit déjà une nouvelle mission lunaire en 2024, Chang'e 6. Pendant cette mission, les Chinois veulent collecter les premiers échantillons de la face cachée de la Lune. Comme tu peux le voir, trouver ce cristal lunaire était très important pour nous. Ces cristaux peuvent nous aider à trouver de nouvelles façons de créer de l'hélium 3. Et si on y parvient, l'humanité entrera dans une nouvelle ère. Mais pour y parvenir, on doit encore résoudre un certain nombre de problèmes. Comment livrer un tas de ces cristaux lunaires sur Terre? Comment leur faire produire de l'énergie? Et ainsi de suite. Espérons qu'à l'avenir, ces problèmes seront résolus et qu'on trouvera un moyen de produire une énergie propre, sûre et illimitée.